Pierre-Plante. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter sur l'insuffisance cardiaque. Je suis un peu la 6e roue du carrosse, la clinique d'insuffisance cardiaque. Je suis le pinch hitter, celui qu'on appelle quand il y a une place de libre et qu'on n'a personne pour la combler. Mais je suis quand même là une fois de temps en temps. C'est aussi très flatteur d'être invité par son ancien mentor à venir présenter à sa conférence. C'est quelque chose, je pense que la journée d'aujourd'hui a été mise en place. Je pense qu'il faudrait, en tout cas à la fin de la journée, vous féliciterez le docteur Lepage, Yolande aussi. Je pense qu'ils ont travaillé pas mal fort. C'est leur journée. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Ça a toujours été peint de même. Le docteur Lepage m'a demandé, est-ce que tu as fait un cas clinique? Puis au début, j'ai répondu non. Je dis, ça fait boboche. Souvent, c'est de la fausse. Puis j'ai eu un cas en fin de semaine, je te le garde, un cas qui, je me disais, bon, écoute, ça va être 3 slides, ça ne sera pas très long. Puis des fois, c'est vrai qu'on retient un peu mieux quand on a un exemple. Je vous ai fait, dans votre pile de laboratoire, vous êtes vendredi après-midi, avant de partir pour la fin de semaine, vous regardez dans votre pile, être sûr que ce qui est rentré, il n'y a rien de catastrophique, et vous tombez sur le laboratoire suivant. Donc, vous voyez d'emblée déjà des choses un peu inquiétantes, un potassium qui est un petit peu élevé quand même, et une créatinine qui, à l'œil, semble quand même un peu inquiétante, 186. Vous regardez, mais le nom, évidemment, n'était pas inscrit parce que la donnée a été anonymisée, mais vous vous demandez, bon, qui est ce patient? Est-ce que je dois m'inquiéter? A priori, oui, c'est des données qui sont quand même, c'est des données paracliniques qui ont un potentiel, en tout cas, un certain danger pour le patient. Vous regardez, vous faites sortir le dossier du patient. Donc, c'est un homme de 56 ans que vous suivez depuis un petit bout de temps et vous l'avez revu une fois depuis sa sortie de l'hôpital suite à un infarctus inféro-postérieur Killip 3 en mars 2010 pour lequel il a été dilaté, une revascularisation complète, mais il demeure avec une dysfonction systolique quand même significative avec une fraction d'éjection à 31 %. Il y avait déjà de mauvaises habitudes, un diabète secondaire un petit peu dans le bon point, un tabagisme actif qui n'a toujours pas été capable d'arrêter. Et évidemment, comme ces choses-là ne viennent jamais seules, il a en plus une insuffisance rénale chronique, stade 3/5, et une créate de base à 150. Donc déjà là, votre 186, vous n'aviez pas une créate normale, mais quand même. Il y a une progression de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il prenait comme médicament? Bien, écoutez, vous aviez le traitement standard du coronarien, c'est-à-dire l'aspirine, le clopidogrel pour sa dilatation coronarienne, le monocorde qui a été débuté à l'hôpital une fois qu'on l'a eu stabilisé, la rosuvastatine. Puis vous, la dernière fois, quand vous l'avez vu, il y avait du 32 april 2, vous l'avez majoré à 4, vous rappelant de la conférence du Dr Lepage parlant de l'importance des inhibiteurs de l'enzyme de conversion dans le traitement de la prise en charge. Et il avait quitté l'hôpital avec du Lasix 80 BID que le patient vous semblait bien, vous n'avez pas modifié. Au questionnaire, là, vous le faites venir parce qu'il n'y a rien comme on ne traite pas des labos, on traite un patient. Il n'y a rien comme de voir le patient pour se faire une idée. Puis au questionnaire, il vous dit, bien, écoutez, moi, ça ne va pas si pire. Là, je ne suis pas pire que ce que j'étais. C'est sûr que j'en ai reperdu depuis mon infarctus, mais en termes d'effort, c'est stable. Il n'y a pas de tableau franc d'orthopnée ou de DPN. Il n'y a pas d'œdème. Par contre, quand on le questionne, il se dit peut-être un petit peu plus fatigué. Examen physique, des tensions artérielles qui ne sont pas énormes, mais dans cette population-là, il va falloir s'habituer à travailler avec des tensions qui semblent un peu basses, mais qui peuvent être suffisantes pour le patient. Ici, 86/50, un pouls à 48, une tension veineuse centrale qui est, somme toute, affaissée. Là, vous avez beau l'examiner, vous voyez peu ou pas les jugulaires. Pas de crépitant pulmonaire, pas d'œdème périphérique. Donc, au point de vue volémique, clairement un patient qui est bien compensé. Certainement pas décompensé de ce côté-là. Que faire? On arrête l'IECA, on se dit c'est l'augmentation de l'IECA qui a causé ça, puis c'est une mauvaise pilule, puis il faut arrêter ça de façon définitive, contre-indiquée, jusqu'à preuve du contraire. Le référé à l'urgence pour la prise en charge urgente de son hypercalémie puis de son insuffisance rénale aiguë. Après un questionnaire ciblé, diminuer de moitié sa dose d'IECA diurétique puis le réévaluer dans 7-10 jours. Appeler la clinique d'insuffisance cardiaque, de qui le patient est connu, on l'avait déjà référé avant la fin de son hospitalisation. Ou un pacemaker permanent parce que vous pensez que c'est sa bradycardie qui cause son tableau de fatigue et peut-être d'hypoperfusion avec détérioration de la fonction rénale. Je ne vous demanderai pas show of hand, là, on va y revenir à la fin de la présentation. Donc, comme vous l'avez vu dans l'ensemble
la littérature qui vous a été distribuée. Ce que le Dr Lepage m'a demandé aujourd'hui, c'est de parler, on a parlé des traitements instaurés. Malheureusement, ces patients-là étant très malades, ce n'est pas quelque chose qui se fait nécessairement sans coup à coup. Des fois, nos traitements qui sont supposés être la solution au problème amènent aussi certains problèmes. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est de faire un peu un débroussaillage dans ce qui est de la réussite du contrôle des effets secondaires, parce que malheureusement, oui, il va y avoir des effets secondaires. Et quels sont les trucs qu'on peut adopter pour favoriser l'adhésion au traitement. Puis ces trucs-là, vous allez voir, ce n'est pas des trucs qui sont spécifiques à l'insuffisance cardiaque, c'est des trucs qui sont bons pour à peu près toutes les maladies chroniques. Donc, conflit d'intérêt potentiel, je pense que pour la présentation d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. J'ai quand même donné quelques conférences pour certaines compagnies qui sont listées là, mais rien directement en lien avec l'insuffisance cardiaque. L'objectif, donc, vous les avez, reconnaître les principaux effets secondaires en fonction de la classe de médicaments. Gérer les effets secondaires des régimes pharmacothérapeutiques chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, donc que faire quand ça semble aller moins bien, et évaluer le risque de non-adhésion, puis essayer de voir quels sont les trucs que vous pouvez prendre et que nous, on essaie d'utiliser en clinique d'insuffisance cardiaque pour favoriser l'adhésion au traitement. Puis par là, on pense souvent aux médicaments, mais il y a toute la portion non pharmacologique. Je regardais vite le handout tantôt. Je vois que Serge est déjà passé là-dedans dans une de ses 99 slides. On pense souvent aux pilules, mais il y a aussi autre chose que les pilules dans les habitudes de vie. C'est souvent là que nos patients échouent dans leur prise en charge personnelle. Je suis content de voir. Arrivant ici, je n'avais pas vu les slides. J'ai parcouru rapidement pour être sûr que je ne répétais pas des choses. Puis comme j'ai 1 heure et j'ai 30 slides, je me suis permis de faire un petit brin de pathophysiologie parce qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre les effets secondaires d'un médicament et comment on joue avec ça que de savoir pourquoi on les donne. C'est un pointeur, ça? Oui, il est déjà devant toi. Il est là. Donc, ici, une slide de pathophysiologie. Donc, les patients que vous allez... Ça va être mieux comme ça, je pense. Les patients que vous allez voir, dont on parle aujourd'hui, sont des patients qui sont rendus avec une dysfonction systolique ventriculaire gauche pour une raison X. La cause la plus fréquente, c'est la maladie coronarienne, mais il y a des patients qui vont se rendre là et qui ne sont pas nécessairement passés par l'infarctus ou par l'angine. Ce qui se passe, c'est qu'on vous a parlé des différents axes neuro-hormonaux. Je sais que Dr Lepage vous a parlé d'ISCA, vous a parlé de bêta-bloqueurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le cœur fonctionne moins bien, on a des mécanismes à court terme qui nous permettent de compenser le fonctionnement. L'activation de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone en est un. En aigu, ça permet de retenir du sel et de l'eau. Un cœur moins performant peut arriver à maintenir un débit cardiaque avec ce mécanisme-là. Donc, ça peut donner un petit coup de pouce. L'autre coup de pouce dont on sert, c'est l'adrénaline. À court terme, quand on est dans le trouble, dans toutes les situations physiologiques, l'adrénaline est appelée à jouer son rôle. C'est aussi vrai en insuffisance cardiaque. On s'est rendu compte, par contre, que ces réponses-là, à court terme, quand on les laissait filer seules, sans opposition, oui, elles peuvent être bonnes en aigu, mais à court et moyen terme, elles amènent un remodelage négatif de la fibrose au niveau du ventricule et une détérioration progressive de la fraction d'éjection. Donc, vous avez une espèce de cercle vicieux où le remodelage initial secondaire à l'insulte amène une baisse de la fraction d'éjection, activation des facteurs des axes neuro-hormonaux qui, eux, amènent une progression du remodelage et une espèce de boucle qui amène une détérioration au niveau des symptômes et éventuellement insuffisance cardiaque clinique et décès en bout de ligne. Donc, c'est important de frapper sur ces axes-là. Et les principaux axes, comme je les ai nommés, vous avez ici votre cœur qui, en détectant de loin, c'est peut-être un petit peu difficile à voir, là, mais en détectant entre autres les baisses de pression au niveau des barorécepteurs, va activer le parasympathique qui, eux, va amener une vasoconstriction, va amener une activation de la rénine et qui va amener une rétention hydrosodée. L'hypoperfusion rénale aussi va amener ça. Donc, vous avez l'activation de ces deux axes-là qui amène une détérioration progressive. Est-ce que ça fonctionne de couper ces axes-là? Clairement, puis là, je me répète peut-être, mais juste une slide pour mettre en perspective, parce qu'après, je vais revenir souvent à la notion En cardio, on travaille pour deux choses, que ce soit en insuffisance cardiaque, en maladie coronarienne, en syndrome coronarien aigu. On veut que nos patients vivent longtemps et qu'ils vivent bien, donc qualité de vie et quantité de vie.
Toujours vous poser la question quand vous avez un paquet de traitements devant vous chez des patients qui sont malades, qu'est-ce que je vise, qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui apporte mes différents médicaments. J'ai mis ceux qui sont clairement reconnus comme étant des médicaments indiqués en insuffisance cardiaque. Et pourquoi? Bien, ceux des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes du récepteur de l'angiotensine amènent de façon approximative une diminution de la mortalité qui est claire, 20 à 25 %, diminution de la réhospitalisation. Même chose pour les bêta-bloqueurs, la spironolactone, avec des chiffres encore plus impressionnants. Donc, c'est pour ça qu'on donne ces médicaments-là. C'est pour ça qu'il faut se battre avec nos patients, qu'il faut pousser nos médicaments pour qu'ils bénéficient de ce plus-value-là en termes d'hospitalisation et de mortalité. Et l'autre chose, toujours se poser la question, quand on a le choix entre deux médicaments, lequel choisir, revenir à ça. Un bel exemple que j'ai mis ici, la digoxine, qui est un très bon médicament pour les symptômes, n'amène rien en termes de mortalité. Donc, si vous avez deux médicaments, tantôt vous allez voir le patient est à bradycarde, s'il y avait eu un bêta-bloqueur et de la digitale, s'il n'est pas symptomatique autre que sa bradycardie, puis on pense que la digitale à avoir, le bêta-bloqueur à avoir, bien, à cesser un des deux, vous êtes probablement mieux d'axer sur celui qui a peut-être le moins de bénéfices. Donc, toujours réfléchir à ça quand vous allez ajuster votre traitement, parce que vous allez voir que la présentation dont je parle aujourd'hui, c'est toujours ça. Soit qu'on les traite trop ou on les traite pas assez, puis quand on les traite pas assez, c'est pas nécessairement les pilules quand on les traite trop, c'est pas toujours les pilules d'insuffisance cardiaque qui sont nécessairement le problème. Ce que vous disent les lignes directrices, c'est que vous devriez donner les doses maximales tolérées par le patient, que ce soit pour les IECA, ça c'est la quotation, en tout cas le court-bout que j'ai copié-collé provenant des lignes directrices de la Société américaine qui nous dit que les doses visées pour les IECA, et il y a la même phrase pour les bêta-bloqueurs, devraient être la dose maximale possible, c'est-à-dire disponible sur le marché, ou celle qui est toléré par le patient. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir votre dose maximale, il faut l'avoir poussée jusqu'à un point. Par définition, si vous faites ça, vous allez pousser vos médicaments au moins une fois un peu trop loin pour être capable de savoir où est la limite. Donc, vous allez avoir eu des effets secondaires peut-être un peu désagréables pour lesquels vous allez avoir dû retirer vos médicaments. Donc, immanquablement, si vous prenez en charge vos insuffisants cardiaques, vous devez vous attendre à avoir des effets secondaires sur lesquels vous allez devoir jouer, puis des effets secondaires qui ne sont pas nécessairement, j'ai dit secondaires, on pense aux symptômes, mais des effets secondaires aussi biochimiques qui peuvent aussi se produire. On m'avait donné comme mandat clairement mettre en lien les classes de médicaments et les symptômes secondaires au traitement. Ici, j'ai sorti peut-être les 6 principaux symptômes que vous pouvez retrouver chez votre patient insuffisant cardiaque. Je vous les ai mis en ordre alphabétique, ce n'est pas nécessairement en ordre de prépondérance, mais c'est ceux dont ils vont vous parler. La bradycardie, ils ne vous en parleront pas, évidemment, c'est vous qui allez le constater, mais ça peut être en lien avec d'autres symptômes. Les deux suivants, fatigue et hypotension, sont parfois secondaires à la bradycardie. Donc, la fatigue et l'hypotension sont des choses que vous allez voir occasionnellement. Hyperkaliémie, insuffisance rénale aiguë, qui ont été la slide d'introduction de ma présentation, des effets secondaires qui sont quand même assez fréquents, et l'atout avec les IECA. Donc, on va regarder ensemble que faire quand on rencontre ces symptômes-là, puis quelles sont les bonnes questions à se poser, parce que des fois, il y a ne pas oublier qu'on traite toujours un patient, on ne traite pas des chiffres. Une hypotension chez un patient qui n'a pas de symptômes n'est pas nécessairement un problème, même s'il y a, comme notre patient, 86 sur 48, s'il est bien à part ça, c'est peut-être pas nécessairement un problème. Donc, vous l'avez dans votre handout, je ne lirai pas nécessairement ce qui est écrit là, mais je vous ai mis en fonction des symptômes les classes de médicaments qui pourraient expliquer ces symptômes-là. Je pense que les deux premiers symptômes dont je vais parler, les deux premiers problèmes ou complications sont l'hyperkaliémie et l'insuffisance rénale aiguë, quoi que dont je vous parle au début de la surcharge en volume. Tout ça pour arriver, ces patients-là sont souvent malades pour plusieurs raisons. Malheureusement, les antécédents de diabète, d'hypertension, de maladies vasculaires vont aussi faire que ces patients-là vont être des patients qui vont avoir des problèmes rénales. Et l'insuffisant cardiaque est souvent, ou des fois c'est subclinique, mais il va souvent être insuffisant rénal aussi. Et c'est là qu'on doit trouver un équilibre entre l'insuffisance rénale et l'insuffisance cardiaque, donc l'espèce de dichotomie cardio-rénale.